Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. L'émission que je fais aujourd'hui n'était pas du tout ce que j'avais prévu pour ce jour de carnaval. Mais comme vous le savez, il y a la guerre. La guerre a été déclenchée par le président russe. Je suis expert international accrédité auprès des Nations Unies. Donc cela veut dire que je suis un diplomate. À l'heure qu'il est, je crois que tous les diplomates sont aux aguets. Et moi, je vais vous faire profiter, malgré tout, et malgré le devoir de réserve que je dois observer, quelques précisions pour que vous compreniez un peu ce qui se passe actuellement sur la planète. Comme l'a dit le président Sarkozy, il y a deux solutions, la diplomatie à outrance ou la guerre totale. Et en disant la guerre totale, il laissait bien comprendre que l'usage du nucléaire pourrait être envisagé, comme l'a laissé entendre lui-même le président Poutine, en disant que son État possédait la bombe atomique, quoi. Nous aussi, nous avons la bombe atomique. Et ce n'est pas seulement l'Amérique, et ce n'est pas seulement la Russie qui possède la bombe atomique. Il y a beaucoup d'autres États, d'autres nations qui possèdent la bombe atomique. Alors, s'il faut que ça démarre en guerre tout azimut, ce sera la guerre totale. Donc, on peut faire disparaître la planète aussi, vous pouvez vous imaginer. En tout cas, j'étais, moi, comme je vous l'ai déjà dit ici, le responsable de la logistique de la délégation américaine qui était venue pour la rencontre des chefs d'État, dont le président de l'époque était monsieur le président de l'époque. Enfin bref, ça reviendra. Passons. À cette occasion, donc, j'ai assisté à des réunions et j'ai pu prendre l'importance de ce qui pouvait se dire à ce niveau-là. Ça s'est passé en 1979. C'était le président Carter, le nom est revenu, c'était Carter qui était président à l'époque. Je suis à Paris en 1980. Je suis descendu à l'hôtel Meurice. L'hôtel Meurice est un palace qui se trouve à proximité de l'hôtel du musée du Louvre, à la rue de Rivoli. Mais cet hôtel Meurice a un passé. L'hôtel Meurice était le siège de la commandature d'Hitler à Paris. Donc c'est où résidait Adolf Hitler. Le directeur général de cet hôtel est un franc-maçon, donc j'ai des relations particulières avec lui et régulièrement je descendais dans cet hôtel qui appartient au groupe Hôtel International. Et voilà qu'un jour au déjeuner, il me présente, il me dit, j'ai une surprise pour toi, Alex. Je dis oui. Il me dit oui, voilà, il y a le président russe, non, c'était encore l'Union soviétique, parce que nous étions en 80. Le président de l'Union soviétique est à Paris, chez nous. Il vient déjeuner tout à l'heure. Est-ce que tu peux être à l'heure du déjeuner au restaurant? Je lui dis, mais parfaitement. Et effectivement, à l'heure du déjeuner, j'arrive. Et le directeur général de l'hôtel Meurice, sachant que j'avais été le responsable logistique de la délégation américaine en Guadeloupe pour la rencontre des chefs d'État, me présente à M. Brejnev. C'était M. Brejnev qui était président de l'Union soviétique à l'époque. Et bien entendu, comme il avait été informé de ce que j'avais été moi-même, la conversation a été agréable parce que M. Brejnev parlait parfaitement le français. Donc, les choses se sont passées correctement et M. Brejnev est reparti dans son pays et moi, je rentre en Guadeloupe. J'ai reçu évidemment de l'ambassade de l'Union soviétique en France
un message d'amitié que je peux vous présenter à n'importe quel moment de l'ambassadeur de France, de l'ambassadeur de la Russie en France. Mais les choses se sont arrêtées là. Comme je vous l'ai déjà dit ici, j'étais membre de la jeunesse communiste en Guadeloupe et depuis j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. Bref. Et j'ai continué à suivre ce qui se passait en Union soviétique jusqu'à ce que M. Mikhail Gorbatchev remplace M. Brejnev et vient également à Paris et je le rencontre aussi à Paris avec sa femme Raissa. Il connaissait certainement mon parcours et nous avons aussi parlé. Après Gorbatchev, c'est le président Eltsine qui est devenu président de la Russie. Parce que après Brejnev, qui a créé la perestroïka, comme vous le savez, et qui a éclaté en quelque sorte l'URSS en permettant à tous les pays qui étaient membres de l'Union soviétique de recouvrer leur indépendance. Et Gorbatchev a cédé la place à Eltsine. Eltsine a fait sa mandature et a été remplacé par Medvedev. Et c'est là que rentre en ligne Poutine. Medvedev avait nommé Poutine Premier ministre. Quand Medvedev a fini sa mandature, Poutine est devenu président et Medvedev est devenu Premier ministre. Vous voyez le genre? Et c'est que maintenant, c'est Poutine qui est président et comme vous le savez, il a une vue qui n'est pas totalement celle de Gorbatchev, parce que Gorbatchev a libéré les États. Et Poutine est en train maintenant de centraliser, de recentraliser, pour revenir à la grande époque impériale de Russie. Mais M. Poutine est un pur produit du contre-espionnage, de l'espionnage russe, parce qu'il était du KGB. Il faut savoir que le KGB, c'est l'équivalent de la CIA. Donc c'est un monsieur qui a une grande puissance, une grande connaissance politique et technique. Et on le voit tout le temps en train de faire du sport, montrer ses muscles, etc. Donc, il fait ce qu'il a l'intention de faire dans sa tête, diriger le monde. Et dans sa déclaration, que vous pouvez voir sur Internet, il lance un défi à l'Amérique, tout en sachant que l'Amérique ne peut pas intervenir. Et l'Europe non plus ne peut pas intervenir, puisque l'Ukraine n'est ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN. Et l'OTAN, c'est quoi? L'OTAN, c'est après la guerre mondiale, la dernière guerre mondiale, il y a une organisation qui s'est créée entre plusieurs États, sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. Et l'article 5 de cette OTAN prévoit que si un seul membre de l'OTAN est attaqué par qui que ce soit, c'est l'ensemble de l'OTAN qui monte à la défense. Donc, Poutine le sait très bien, Ukraine n'est pas Union européenne, Ukraine n'est pas OTAN, donc il fanfaronne, sachant que les autres ne vont pas intervenir. Il a attaqué l'Ukraine avec ses forces, puisque c'est la deuxième puissance mondiale militaire, la Russie, avec des menaces à peine voilées. Il veut faire tomber le président ukrainien qui a osé résister à sa vindicte et prétend que le président ukrainien est un néo-nazi. C'est comme ça. Alors, je voulais vous dire ça seulement sur cette affaire. Je ne vais pas
m'étendre davantage, puisque je vous ai dit il y a le devoir de réserve que nous devons garder en tant que diplomates. Et bien entendu, il faut s'attendre, avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, à un déferlement d'immigrés sur la France et probablement sur la Guadeloupe. Parce que là, le président Macron l'a très clairement fait comprendre qu'il est au secours total de l'Ukraine, qu'il apportera même une aide de 300 millions d'euros pour permettre à l'Ukraine de résister. Et cela va dire aussi qu'en tant que président actuel du Conseil de l'Europe, du Conseil européen, pas le Conseil de l'Europe, le Conseil européen, il est tenu aussi de demander aux autres pays de l'Europe d'apporter une contribution effective pour soutenir l'Ukraine. La Pologne a déjà ouvert ses portes, puisque c'est un voisin immédiat de l'Ukraine. La Roumanie en fait de même. La Hongrie de M. Orban, qui est pourtant un bon ami de Poutine, n'a pas hésité à dire qu'il est prêt à recevoir des immigrés ukrainiens. Alors ça me donne l'occasion de vous parler de l'immigration. Vous savez que l'immigration est actuellement l'un des sujets clés de la campagne présidentielle. Tout le monde s'y attache, et même ceux qu'on ne pourrait pas imaginer. Il y a même une candidate qui a parlé du grand remplacement. C'est comme ça. Alors, mais l'immigration, ça a toujours existé. Rappelez-vous que Cheikh Anta Diop, qui était ce grand savant africain, qui est venu en Guadeloupe d'ailleurs, a dit que c'est en Afrique, notamment en Mésopotamie, que les premiers hommes ont commencé d'exister. Et que c'est à partir de cela qu'ils ont occupé le reste de la planète. Donc l'immigration est une réalité. Alors, pour ce qui nous concerne en Guadeloupe particulièrement, pour les immigrés en situation régulière ou ceux qui ne sont pas en situation régulière et qui espèrent le devenir, il faut savoir que quand vous êtes dans votre pays d'origine et que vous voulez partir pour aller dans un pays quelconque, dont la France, dont la Guadeloupe, vous devez vous présenter à l'ambassade du pays dans lequel vous espérez aller pour demander un visa. On procède à l'examen de votre demande et on vous accorde un visa. Ça peut être un visa de longue durée, comme ça peut être un visa de courte durée. Il y a également des visas, par exemple, pour le transit. Si vous passez par un pays quelconque pour aller sur un autre pays, et vous devez présenter au service de l'immigration votre visa de transit. Et si vous arrivez dans le pays de destination, vous vous installez, on vous met un coup de tampon et vous avez à vivre dans ce pays durant la validité de votre visa. Pour la France, 2 mois, pour la Guadeloupe, pareil, 2 mois avant l'échéance de votre visa, vous devez vous rapprocher des services de préfecture pour demander la prolongation ou alors obtenir un titre de séjour. Et les titres de séjour sont de différentes qualités. Si, par exemple, vous êtes un étudiant, on peut vous délivrer un titre de séjour étudiant. Si vous êtes marié
à un Français ou à une Française, on peut vous accorder un titre de séjour conjoint de Français. Mais si vous n'êtes pas ça du tout et que vous résidez et que vous êtes en pays, vous pouvez demander un titre de séjour vie privée et familiale. Alors, il y a d'autres moyens, mais je cite les principaux. Alors, il faut qu'on s'attende qu'il y aura des Ukrainiens, tout comme il y a déjà des Syriens qui sont venus depuis la crise syrienne. Il y a des Libanais qui sont en Guadeloupe depuis naninana. C'est pas un problème, là. Mais c'est comme ça que les choses doivent se passer. Donc, il faut qu'on s'attende non seulement à ce que nous subissons les augmentations qui vont intervenir, notamment pour le gaz et les produits pétroliers, mais nous devons aussi nous attendre à recevoir des immigrés. Et c'est là déjà que je dis que pour ces gens-là, il nous faut être humains. Pas plus, humains. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire. Je comptais m'étendre sur le carnaval. Malheureusement, comme je vous dis, la priorité était de vous faire savoir ce qui se passe actuellement dans le monde et nous sommes en guerre. C'est ça le problème. Alors que nous croyons qu'on ne serait jamais arrivé en guerre, mais avec des personnes comme Poutine, on peut tous s'attendre à tout. Je me souviens d'une déclaration du président Charles de Gaulle. Vous savez, il y avait un opposant marocain qui s'appelait Ahmed Ben Barka. Ahmed Ben Barka était proche de la France. Il est venu en France et les services spéciaux du Maroc, qui étaient présidés à l'époque par un certain général, comment il s'appelle déjà? Enfin bref, il était présidé par un général et le général était en Guadeloupe. Et ce général a fait capturer Ben Barka et on n'a plus jamais entendu parler de Ben Barka. Et voilà que le président de Gaulle, interviewé à la télévision par Michel Doua, qui était un grand journaliste, et bien entendu, Michel Doua pose à De Gaulle la question: que pensez-vous de cette situation? Et je vous donne la réponse exacte du président De Gaulle. Le président De Gaulle a dit: c'est une affaire qui a été montée par les autorités marocaines en France. Et je ne peux pas admettre que ce petit trou du cul d'Hassan II fasse de telles saloperies dans mon pays. Donc on peut extrapoler et envoyer ce message à Poutine pour qu'il sache que la France est toujours la France du général de Gaulle, la France éternelle, et la France n'acceptera pas n'importe quoi. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon week-end à vous tous, prudence sur les routes, allez au carnaval, faites le carnaval comme vous pouvez, en respectant les dispositions arrêtées par monsieur le préfet, et j'espère vous retrouver samedi prochain en bonne santé dans le cadre du Forum libéral. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain.